Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre des amines. À la vidéo précédente, on avait commencé les propriétés acido-basiques. On est arrivé à 4.1 basicité. Donc, je rappelle qu'on avait dit que les amines sont décomposés en photères, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois base et acide. Base, ça veut dire qu'ils peuvent être protonés, c'est-à-dire capter un proton, et acide, ça veut dire qu'ils peuvent être déprotonés, c'est-à-dire libérer un proton par action d'une base forte. Donc pour la basicité, cette basicité est due au doublet libre de l'azote. Alors si je prends cet exemple, j'ai une amine, le propylamine, une solution de HCl. Alors solution de HCl, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de l'eau et de l'acide chlorhydrique, HCl. Si vous prenez le composé organique, le propylamine, il va être insoluble dans cette solution de HCl, parce que c'est un composé organique. Alors, une fois que vous le mettez dans la solution de HCl, il devient soluble. Donc, normalement, le propylamine est insoluble dans l'eau. Quand vous l'ajoutez dans une solution de HCl, c'est-à-dire eau plus HCl, vous constatez que le composé organique s'est transformé en sel, le chlorure de propylammonium. Alors, il s'est transformé en sel parce que le HCl dans l'eau est dissocié en H+ et Cl-. Du fait que de la présence du doublet libre de l'azote, il va capter le H+. Donc vous aurez C3H7NH3+, et pour neutraliser les charges, vous avez le Cl-. Donc, vous formez un sel et généralement, les sels sont solubles dans l'eau. Donc, vous partez d'un composé qui est peu soluble à un sel qui est très soluble dans l'eau, hydrosoluble. Si on prend les amines suivantes, l'ammoniac, le méthylamine, le diméthylamine et le triméthylamine. Alors, d'après les valeurs de pKa, je constate que le méthylamine est moins basique que le diéthylamine et plus basique que le triéthylamine. Quand on parle de basicité, on tient compte du doublet libre de l'azote. Donc si vous prenez par exemple le méthylamine, donc vous avez le groupement R1, par exemple CH3, H et H. Donc dire que le méthylamine a un comportement basique, ça veut dire qu'il peut donner, ou bien il peut capter un proton par son doublet libre. Donc, plus vous augmentez la densité électronique au niveau de l'azote, plus l'azote peut facilement
céder, peut facilement donner son doublet libre. Alors, comment je vais augmenter cette densité? Eh bien, avec un effet électronique plus I, des substituants. Donc, si les substituants ont un effet électronique plus I, c'est-à-dire un effet inductif donneur, eh bien, la densité électronique au niveau de l'azote est augmentée. Si vous mettez deux substituants, comme dans le cas de la diméthylamine, vous allez augmenter beaucoup plus la densité électronique au niveau de l'azote que dans le cas où vous n'avez qu'un seul substituant. Donc je peux dire que le diméthylamine est plus basique que le méthylamine à cause de l'effet électronique donneur plus I des substituants. Si je passe à la tréméthylamine, avec le même raisonnement, il faut dire que la tréméthylamine, vous avez trois substituants, donc la densité électronique au niveau de l'azote est beaucoup plus grande que dans le cas de la diméthylamine et beaucoup plus grande que dans le cas de la méthylamine. Eh bien non. D'après les valeurs de pKa, qu'est-ce que je constate? Je constate que le tréméthylamine est moins basique que la diméthylamine et la méthylamine. Donc, raisonner uniquement en tenant compte de l'effet électronique est en désaccord avec ce résultat. Alors, il faut faire intervenir un autre effet, c'est l'effet de l'encombrement. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que dans le cas de la tréméthylamine, eh bien, du fait que vous avez trois substituants qui entourent l'atome d'azote, eh bien, ce double libre, il est enfoui, il est caché dans la molécule. Ce qui fait que si vous mettez à côté un H+, eh bien le H+, va trouver une difficulté d'accès à ce double libre. Pourquoi? Parce que ce double libre, il est caché par les trois substituants. Donc, il faut tenir compte de l'effet électronique et de l'effet de l'encombrement. D'où le classement, le diméthylamine est plus basique que le méthylamine et que la trééthylamine. La trééthylamine est la moins basique du fait que le double libre de l'azote est caché par les trois substituants, ce qui fait que l'accès au double libre est difficile. Donc, le double libre est difficile à atteindre. On passe aux amines allyliques. Le cas des amines allyliques, comme on l'a déjà vu, si vous prenez comme exemple l'aniline, alors dans le cas de l'aniline, le cycle possède un effet inductif plus I, c'est-à-dire que le cycle a tendance à donner un doublet à l'amine. Mais l'amine, du fait que le doublet libre est engagé avec le cycle, il est aussi donneur par effet mésomère. D'une façon générale, c'est l'effet mésomère qui l'emporte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez l'aniline, l'azote va donner son
double libre au cycle aromatique. D'où les formes limites que j'ai écrites. Si je prends l'aniline, le diphénylamine et le triphénylamine, je constate que l'aniline est plus basique que la diphénylamine, plus basique que la triphénylamine. Si vous tenez compte de l'effet inductif et de l'effet mésomère, la triphénylamine va être la moins basique du fait de l'encombrement. Mais la diphénylamine doit être plus basique que l'aniline. Pourquoi? Parce que ici, vous avez deux substituants, alors qu'ici, vous avez un seul substituant. Eh bien, dans le cas des amines allyliques, dans le cas des amines aromatiques, eh bien, l'aniline est plus basique que la diphénylamine parce que dans le cas de la diphénylamine, le double libre de l'azote est partagé sur deux cycles. Pourquoi? Parce que le double libre est conjugué avec ce cycle aromatique et avec ce cycle aromatique. Alors que là, le double libre de l'azote n'est délocalisé que sur un seul cycle aromatique. De ce fait, l'aniline est plus basique que la diphénylamine. Vous voyez, donc ici, on tient compte d'un autre facteur qui est la délocalisation du double libre de l'azote sur les noyaux aromatiques. Donc là, il faut tenir compte de l'effet mésomère, de l'effet inductif et aussi de l'encombrement stérique, si vous voulez. Mais l'important dans les amines aromatiques pour parler de la basicité, c'est de voir si le double libre est délocalisé sur un noyau, ou bien deux, ou bien trois. Donc, on avait dit que les amines peuvent soit capter un proton, c'est-à-dire être protoné, ou bien libérer un proton, c'est-à-dire déprotoné, en présence des bases fortes. Alors, quand vous arrachez un hydrogène directement lié à l'azote, vous aurez un N-. Et vous formez ce qu'on appelle un amidure. Donc l'amidure le plus simple, c'est NH2-, qui provient de l'ammoniac. Donc vous prenez l'ammoniac, vous arrachez un hydrogène et ça vous donne NH2- lion amidure. Pour arracher cet hydrogène, il faut utiliser des bases très fortes, comme le butyl-lithium. Alors le N, ça veut dire que c'est normal. C'est-à-dire que vous avez les 4 atomes de carbone qui sont alignés, ce qu'on appelle le N-butyl-lithium. On peut utiliser une autre base, par exemple le LDA. Alors le LDA, c'est quoi? C'est le diisopropyl amidure de lithium. Comment je le prépare? Donc j'ai le
isopropylamine en présence d'une base forte, le butyllithium. Le butyllithium est dissocié en butyl- et plus. Butyl- va arracher l'hydrogène et vous aurez le butane. Et là, vous aurez le N-. Alors, pour neutraliser la charge, vous aurez N-, et plus. Donc là, vous avez obtenu un amidure, N-. Alors, cet amidure va se comporter comme une base forte. Donc, je peux l'utiliser comme base. Et du fait que vous avez ici des substituants, c'est-à-dire cette base, c'est une base qui est encombrée. C'est une base qui est grande. Donc, puisque elle est grande, c'est difficile de l'utiliser comme nucléophile. Donc, si vous prenez par exemple l'ion hydroxyde, OH-, on peut l'utiliser comme base et comme nucléophile parce que l'hydroxyde est de taille petite. Alors que ici, le LDA n'est utilisé que comme base. Comme nucléophile, c'est difficile de l'utiliser comme nucléophile parce que c'est une base qui est encombrée. Donc, on avait dit la présence du doublet libre sur l'azote entraîne un caractère basique, un caractère acide et aussi un caractère nucléophile. Alors, si vous prenez un composé halogéné, vous constatez que l'halogène est beaucoup plus électronégatif que le carbone, ce qui fait que cette liaison est polarisée, de l'apparition des charges delta plus et delta moins. Donc, l'amine qui se comporte comme nucléophile, c'est-à-dire comme une entité qui est riche en densité électronique, va attaquer le site qui est pauvre en densité électronique et le départ de X, donc vous formez la liaison CN+. Même chose pour le groupement OH. La liaison est polarisée. Bon, cette réaction est beaucoup plus difficile que la première réaction. Pourquoi? Parce que le groupe X, quand il part, c'est un bon groupe partant. Alors que le OH, c'est un mauvais groupe partant. Donc cette réaction est beaucoup plus difficile à réaliser que la première réaction. Alors, cinquièmement, comment préparer les amines? Alors, je peux préparer les amines par réaction d'un alcool avec l'ammoniac, mais cette réaction n'est pas un grand intérêt puisque ça donne un mélange d'amines primaires, secondaires et tertiaires, et aussi il faut chauffer à 300 degrés, donc c'est une température très élevée. Bon, cette méthode est utilisée dans l'industrie pour préparer les amines. Il y a aussi l'amination réductrice des aldyles et des cétones par l'ammoniac. Cette réduction se fait par l'hydrogène en présence du nickel comme catalyseur. Là aussi, on obtient
un mélange d'amines primaires et secondaires et tertiaires. Donc cette méthode n'est pas intéressante du fait que ça donne un mélange. Alors une méthode très utilisée pour la synthèse des amines primaires, c'est la méthode de Gabriel. Alors c'est une des meilleures méthodes. Pourquoi? Parce que ça donne uniquement des amines primaires. Les autres méthodes d'utilisation, ça donne un mélange. Donc là, vous obtenez uniquement l'amine primaire. La méthode, c'est quoi? Je pars du phtalimide en présence d'un composé halogéné, Rx, en présence de la potasse dans l'eau, vous obtenez l'amine et le sel de l'acide phtalique, c'est-à-dire le dipotassium phtalate. Alors, comment se fait cette réaction? Si vous prenez le phtalimide, la liaison NH, on avait dit que c'est une liaison polarisée. C'est-à-dire, vous avez ici un delta moins, delta plus. Vous constatez que en alpha de l'azote, vous avez un groupement CO et un deuxième groupement CO. Les groupements CO sont des groupements attracteurs. Pourquoi? Parce que si vous écrivez la forme limite de CO, ça vous donne quoi? C plus au moins. Donc vous avez ici un C plus, donc il est attracteur. Donc vous avez la liaison NH qui est polarisée, et en plus vous avez les deux groupements attracteurs CO, de carbonyl. Donc ce qui fait que on peut utiliser une base qui n'est pas très forte, comme le LDA par exemple. Donc on peut utiliser la potasse. Donc la potasse, c'est quoi? C'est K plus OH-. Donc le H- va arracher cet hydrogène. Donc moins H2O, ça vous donne N-, l'amidure. N-, K+. Là, vous avez le composé halogéné, RI, l'iode. Cette liaison, elle est polarisée du fait que l'iode est un composé, ou bien est un atome électronégatif. Donc, je peux facilement avoir une réaction de substitution. Vous substituez l'iode par l'amidure. Donc, vous avez alkylé l'azote. C'est-à-dire, vous avez mis un alkyle à l'azote. L'ion I- est un bon groupe partant. Donc, je peux facilement réaliser cette réaction. Vous constatez que dans cette réaction, vous avez cet intermédiaire, c'est-à-dire le phtalimide potassé. Alors cet intermédiaire, il est stabilisé par résonance. Donc là, je vous donne les formes limites de résonance. Alors, plus un composé possède des formes limites de résonance, plus il est stable. Donc là, vous avez des formes limites de résonance. Ça veut dire que cet intermédiaire, le phtalimide potassé, est stable. Donc, cette réaction peut se faire facilement du fait que je passe par cet intermédiaire qui est stable. Donc, une fois que vous avez alkylé l'azote, vous êtes toujours au milieu
basique, vous avez les ions H-. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit de la forme ou bien du groupement carbonyle? On avait dit qu'il est là où il a comme forme limite C plus au moins. Donc vous avez un C plus qui peut être attaqué par OH. Donc OH va attaquer, ouverture de la double liaison, donc vous aurez C au moins OH, et rabattement du doublé avec départ de cette liaison qui est pris par l'azote. Donc vous aurez ici CO et le OH qui s'est fixé, et l'azote qui a pris les électrons de cette liaison, d'où la charge négative. Dans cet intermédiaire, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ici vous avez un amidure. Et vous avez ici cet hydrogène qui est un hydrogène de l'acide. Donc, cet hydrogène est un hydrogène acide qui va être facilement capté par l'amidure. Donc, vous aurez ici N, R et le H qui est capté par l'azote. Et là, vous aurez CO au moins. Le OH- peut aussi attaquer l'autre carbonyle. Donc, de la même façon que cette première attaque, vous aurez ici CO- ici CO- et la libération de l'amine. Donc, vous obtenez l'amine primaire sans problème. Une autre méthode, c'est d'utiliser l'hydrazine à la place de la potasse. Donc, première étape, potasse va arracher l'hydrogène, attaque sur le groupement alkyle. Vous avez alkylé l'azote et vous ajoutez l'hydrazine, vous aurez l'amine correspondante et avec ce composé qui se forme de la manière suivante. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, le OH- attaque le CO. Dans ce cas, c'est le NH2 de l'hydrogène, de l'hydrazine, NH2, NH2, qui va attaquer le carbonyle. Donc, vous aurez le même mécanisme qu'on a vu avec l'ion hydroxyde. Voilà. Dans l'autre mécanisme, il y a deux attaques de l'ion H-. Ici, vous aurez la première attaque de NH2 et la deuxième attaque de NH2 et la libération de l'amine primaire. Donc, le phtalimide, je peux le traiter soit, ou bien le phtalimide alkylé, je peux le traiter soit par les ions hydroxyde, soit par l'hydrazine. Donc, vous avez le même mécanisme. Alors, un petit rappel des réactions d'oxydation et de réduction. Une réaction d'oxydation, ça correspond à une diminution du nombre d'atomes d'hydrogène ou bien une augmentation du nombre d'atomes d'oxygène. Réduction, c'est l'inverse. C'est la diminution du nombre d'atomes d'oxygène ou bien l'augmentation du nombre d'atomes d'hydrogène. Alors, si je prends les nitriles, ou bien les imines, ou bien les oxymes. Alors, le nitrile, vous avez la fonction Cn. Donc là, vous avez une triple liaison. Alors, si vous faites l'hydrogénation, vous ajoutez des atomes d'hydrogène.
Bien sûr, quand on fait une hydrogénation, il faut toujours utiliser un catalyseur, par exemple le nickel, ou bien le palladium, ou bien le platine. Donc l'hydrogène va s'ajouter sur des triples liaisons et vous aurez des liaisons simples. Donc, pour une triple liaison, il faut ajouter 4 atomes d'hydrogène. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des atomes d'hydrogène, donc il s'agit d'une réduction. Donc, pareil, pour les imines, CH double liaison N, vous passez à CH2NH2 par hydrogénation, donc réduction. Ou bien les oxymes. Les oxymes, c'est CHNOH. Donc, par réduction, vous réduisez la double liaison avec départ de H2O. Donc, les amines, on peut les préparer par réduction des nitriles ou des imines ou oxymes. La réduction utilisée, c'est quoi? C'est une réaction d'hydrogénation catalysée par le nickel, ou bien le palladium, ou bien le platine. De la même façon, je peux réduire les nitriles par l'alumino-hydrure de lithium. Alors, les hydrures, ce sont des composés qui libèrent H-. Donc, le H- va s'ajouter sur la liaison Cn. De la même façon, l'alumino-hydrure de lithium peut réduire les amides en amines. Bon, on verra le mécanisme dans le chapitre, dans le 3e chapitre des acides et dérivés. Donc, la réduction des nitriles et des amides donne les amines. Je vais donner un exemple de la préparation des amines aromatiques. C'est le cas de l'alinine. Je pars du benzène. Premièrement, je fais une réaction de nitration. Réaction de nitration, j'utilise l'acide nitrique avec l'acide sulfurique, ce qui me donne le nitrobenzène. Donc, réaction de nitration, ça veut dire vous fixez le groupement nitro. Une fois que vous formez le nitrobenzène, on va réduire le groupement nitro en groupement NH2. Vous voyez, vous passez de NO2 à NH2, vous avez enlevé des oxygènes et vous avez ajouté des hydrogènes, donc il s'agit d'une réaction de réduction. Cette réaction de réduction, je peux la réaliser en utilisant l'hydrogène avec le platine, ou bien avec le nickel d'urané, ou bien avec le palladium, ou bien avec l'oxyde de platine. Je peux aussi réaliser cette réduction en utilisant au milieu acide le fer, ou bien le zinc, ou bien l'étain. Alors pour cette première réaction, c'est-à-dire la réaction de nitration, alors j'ai déposé un fichier sur les réactions de substitution électrophile aromatique dans la section 1.
Alors, je vous conseille de revoir ce fichier. Une autre méthode de la synthèse des amines, c'est la dégradation d'Hoffmann. Alors, la dégradation d'Hoffmann, c'est quoi? C'est passer de l'amide à l'amine. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Que quand vous passez de l'amide à l'amine, vous avez un atome de carbone de moins, carbone du carbonyle. Donc, le nombre d'atomes de la chaîne, quand vous passez de l'amide à l'amine, a diminué d'un carbone. D'où le terme dégradation. C'est-à-dire, on obtient une chaîne carbonée plus courte d'un atome de carbone. D'où la dégradation. Le mécanisme, on le verra dans le chapitre prochain, parce que, ou bien dans le 3e chapitre, on le verra en détail. On passe à la réactivité des amines. Alors, première réaction, c'est la réaction d'alkylation. Alkylation, ça veut dire quoi? Introduire un groupement alkyle. Donc, il s'agit d'une réaction de substitution en utilisant comme substrat, par exemple, un dérivé halogéné et l'amine comme nucléophile. Donc, on a déjà vu cette réaction. Vous avez le composé halogéné qui est polarisé du fait que l'halogène est plus électronégatif que le groupement alkyle, par exemple, d'où l'apparition des charges delta plus delta moins. Donc, l'amine se comporte comme un nucléophile et il va attaquer le site électrophile. Donc, vous aurez RNH2, fixation de R' avec une charge positive. Alors, le I- va arracher cet hydrogène et vous donne l'amine secondaire. Donc, par alkylation d'une amine primaire, vous aurez une amine secondaire. Mais le problème, c'est que l'amine secondaire formée va attaquer le composé halogéné et vous aurez une amine tertiaire. Donc, cette méthode n'est pas très utile du fait qu'on obtient un mélange des produits. Réaction d'élimination à partir des ions ammonium quaternaire. Donc, supposons que je pars d'une amine tertiaire et que je fais la réaction de substitution sur un composé halogéné. Donc, l'amine va attaquer le groupement électrophile avec le départ de I-. Donc, vous aurez cet intermédiaire. Vous avez l'azote qui porte 4 substitutions. Alors, s'il porte 4 substitutions, il va porter une charge positive. Alors, c'est ce qu'on appelle les ions ammonium quaternaires. Pourquoi quaternaire? Parce que vous avez 4 substitutions. Les ions ammonium quaternaire, si vous les faites réagir avec l'oxyde d'argent, alors l'oxyde d'argent va se dissocier en quoi? En Ag+ et au H-. Donc, l'argent va capter l'ion
I-, former AgI qui va précipiter, et l'ion I- est remplacé par OH-, par l'ion hydroxyde. Alors, l'ion hydroxyde va se comporter comme une base. Donc, il va arracher un hydrogène. Alors, supposons que j'ai ce composé, j'ai formé l'azote tétrasubstituant, l'ion ammonium, et en présence des ions OH-, OH- va se comporter comme une base. Alors, il va arracher l'hydrogène qui est en position bêta du sel ammonium. Bon, je répète, là vous avez le groupement ammonium. Le carbone qui porte le groupement ammonium, c'est le carbone position alpha, et ceci c'est la position bêta. L'ion H- va arracher l'hydrogène qui est en position bêta de l'azote. Donc il va arracher cet hydrogène, rabattement de la liaison et le départ de l'ion ammonium. Alors, l'élimination généralement anti, c'est-à-dire le H que je vais arracher par OH- est en position anti par rapport à l'ion ammonium. Ils sont de part et d'autre du plan moyen. Donc vous avez le plan moyen de la molécule. Alors le H est d'un côté, l'ion ammonium est de l'autre côté. Alors on dit ils sont en position anti, comme les éliminations E2. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une double liaison. Alors cette réaction d'élimination, c'est ce qu'on appelle élimination d'Hoffmann. Donc l'élimination d'Hoffmann, c'est quoi? C'est une fois que vous formez l'ion, bien le groupement ammonium, si vous avez un hydrogène en position bêta, eh bien cet hydrogène va être arraché par l'ion OH- qui provient de quoi? Qui provient de l'hydroxyde d'argent, le H-, ce OH-. Alors un autre exemple, alors là, vous avez le cyclohexane avec le groupement, ou bien avec le substituant CH2, N, CH3 trois fois, donc on a formé l'ion ammonium. Et en position bêta, vous avez cet hydrogène, donc OH- va arracher cet hydrogène. Du fait que ce hydrogène, il est en position bêta. Donc là, ça ne pose pas de problème. Si je prends l'exemple suivant, alors j'ai ce composé, je suis parti de la mine, j'ai traité par ICH3 et j'obtiens ce sel, ou bien j'obtiens ce ammonium quaternaire. Donc, le groupement ammonium, en position bêta, j'ai deux hydrogènes. J'ai cet hydrogène et j'ai cet hydrogène. Alors, Hoffmann, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on va arracher les hydrogènes qui sont en bêta. Dans cet exemple,
en position bêta, vous n'avez qu'un seul hydrogène. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est cet hydrogène que je vais arracher. Pour ce composé, j'ai 2 positions bêta. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par arracher cet hydrogène. Donc, OH- arrache cet hydrogène et rabattement de la liaison CH. Donc, vous aurez la double liaison ici à l'extrémité et le départ de l'ion ammonium. L'autre possibilité, c'est d'arracher cet hydrogène parce que tous les deux, ils sont en position bêta. Alors, si vous arrachez cet hydrogène, donc rabattement du doublet, donc vous aurez la double liaison au niveau de la deuxième liaison et le départ de l'ion ammonium. Donc, j'obtiens 2 composés. Alors, on va terminer, ou bien on va compléter la règle de Hofmann. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Hofmann? Il dit que la double liaison formée est la moins substituée, contrairement à la règle de Zaitsev. Vous vous rappelez? Alors, il faut revoir le chapitre des alcènes. Dans les réactions d'élimination, on obtient l'alcène le plus substitué. Alors que dans le cas des ammoniums quaternaires, eh bien c'est le contraire. C'est le composé le moins substitué qui est majoritaire. Et le plus substitué est minoritaire. Donc, selon Hofmann, c'est le moins substitué qui est le plus, mais qui est majoritaire, contraire à la règle de Zaitsev. Donc, ce composé est majoritaire. Alors, quand on dit majoritaire, ça veut dire que son obtention est de 50 à 100%. Par exemple, si j'obtiens 70 de ce composé, eh bien j'aurai 30 de ce composé. Si j'obtiens 100% de ce composé, vous aurez 0% de ce composé. Donc, dans les exercices, si on vous dit on obtient un seul composé, ça veut dire que on obtient uniquement le composé selon Hofmann. Si on vous dit on obtient un mélange, donc là il faut penser à Hofmann et Zaitsev. Bon, alors je vous remercie. On poursuivra le chapitre très prochainement. Voilà, merci.